Ici l'ombre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du circuit-officiel.be dans laquelle aujourd'hui nous avons de quoi nous réjouir. En effet, aujourd'hui j'ai reçu de la part de l'un de nos correspondants un article paru dans la presse mainstream, lalibre.be pour ne pas la citer, dans laquelle on remarque en fait donc un article d'un collectif d'une soixantaine, en réalité il y en a 65 personnes donc répondant à des disciplines différentes, mais généralement médicales, mais également donc en économie, en journalisme et d'autres disciplines, dont l'article maintenant ici présente le titre suivant. Lettre ouverte à nos responsables politiques, il est urgent de revoir totalement la gestion de la crise du Covid-19. Alors, le titre principal, le résumé, si vous voulez, de l'article est le suivant. Nous demandons la mise sur pied urgente de nouveaux groupes de travail qui puissent enfin proposer des mesures scientifiquement prouvées efficaces, proportionnées au regard des autres problèmes de société et de santé publique, sans effets collatéraux néfastes et dans le respect de l'état de droit. Tiens, y aurait-il donc des problèmes à ce niveau-là? Virgule, de la démocratie. La démocratie serait-elle en danger? Y aurait-il une possibilité d'émerger vers une dictature? Serions-nous déjà dans une dictature sanitaire? Et au point de vue politique, serait-il possible que nous aboutissions finalement à une dictature? Ce sont des questions, vous remarquez, hein? Et les questions ne peuvent pas être incriminées maintenant, vous le savez quand même. Mais donc, pour répondre à la question, enfin non, on a envie de répondre que non, bien entendu. Pourquoi? Nous sommes libres. En Belgique, c'est bien connu. Nous sommes profondément libres. Nous sommes libres de porter les masques quand nous le voulons. Et quand nous ne le voulons pas aussi, d'ailleurs. Et de payer les amendes, le cas échéant. Et des libertés individuelles, décidément. Il y a beaucoup de questions de liberté individuelle dans cette question. Alors, une carte blanche signée donc par un ensemble de personnalités issues de la société civile, je vous en ai parlé. La gestion de la pandémie nécessite une confrontation large et multidisciplinaire des connaissances et des idées. L'article commence comme ceci. La gestion actuelle de la crise sanitaire de la Covid-19 montre énormément de failles et trop d'inadéquations. Elle manque singulièrement de clarté et de transparence. Les questionnements qu'elle provoque restent désespérément sans réponse. Il faut, dans les plus brefs délais, mettre sur pied un ou plusieurs groupes de travail indépendamment du monde politique, constitués d'un large panel de personnes compétentes, ça veut dire que les autres ne le sont pas, c'est à peu près pareil, dans tous les secteurs impactés par cette crise, c'est-à-dire au niveau du médical, de la santé publique, de l'économie, des secteurs sociaux, de l'enseignement et de la justice, etc. Et représentatif de l'ensemble des citoyens, pour ne pas faire de discrimination. Il y a un article qui m'a particulièrement intéressé et qui va vous faire tendre l'oreille également. Comme sous-titre, il comporte ceci: la légitimité des experts actuellement aux commandes doit être remise en question. Et on lit ensuite, la crise est actuellement gérée par quelques experts. C'est un pluriel, mais en même temps il est limitatif. Ça veut dire que bon, il n'y en a pas des masses, quoi, il n'y en a pas de trop. Dont les critères de sélection restent jusqu'ici inconnus et incompris. C'est-à-dire que bon, on a des experts sur lesquels se base donc notre gouvernement pour prendre ses décisions, mais bon, il y en a quelques-uns, pas des centaines, et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'ils ont été choisis, sur base de quelle qualité, de quelle expérience, sur la base de quelle preuve de fiabilité, quoi.
Et donc ça, c'est remis en question dans cet article. Leurs éventuels conflits d'intérêts ne sont pas déclarés. Alors rappelons que les conflits d'intérêts ne sont pas illégaux. Chacun peut avoir évidemment des rapports avec le laboratoire pharmaceutique par exemple, et même recevoir de l'argent de la part de ceux-ci, ce n'est pas illégal en soi. Par contre, ça doit être déclaré et ça pose quand même problème par rapport aux conseils qui peuvent être formulés par ces personnes consécutivement aux décisions qui pourraient être prises par la suite par le gouvernement. Parce que, évidemment, reste toujours la possibilité, l'éventualité, mais pas la certitude, que ces personnes agissent dans un certain intérêt, à savoir un intérêt financier, bien entendu. Mais ça, c'est pas trop dans l'intérêt de la population. Trop de décisions ont été basées sur des données scientifiquement infondées. Il faut bien mesurer toute l'importance de chaque mot. Trop de décisions, ça veut dire que bon, c'est pas une, c'est pas isolé, il y en a eu trop. Trop de décisions ont été basées sur des données scientifiquement infondées. C'est mettre en évidence l'existence d'erreurs ou, dirais-je, de certaines utopies. On a pensé que c'était comme ça scientifiquement, mais en réalité, ce n'était fondé sur rien. Et donc, c'est pas du tout scientifique. Et dont les conséquences directes et indirectes ont été sous-évaluées. Donc, les conséquences sont plus graves que ce que l'on pensait. Et en tout cas, ça se remarque sur la réalité de terrain. Le processus d'auto-évaluation tel que prévu par le gouvernement sous forme de commission parlementaire ne permettra pas une vraie remise en question, pourtant indispensable. Oui, c'est clair, chacun devrait le sentir maintenant, et au travers du nombre de vidéos proposées par les lanceurs d'alerte, on devrait avoir compris qu'effectivement, il y a un gros problème dans la gestion de cette crise de la Covid-19. J'aime pas de le mettre au féminin, mais bon, on va dire, voilà, c'est l'épidémie, c'est la pandémie, c'est la maladie quand on le met au féminin, la Covid, c'est le Covid quand on parle du virus. Voilà. Bon. Donc une commission parlementaire ne permettra pas une vraie remise en question, pourtant indispensable. Pourquoi? Parce que quand la commission parlementaire a lieu, que se passe-t-il? Différents protagonistes particulièrement concernés sont donc invités. C'est plus que les invités, ils sont obligés de se présenter. On leur pose des questions, parfois embarrassantes, sur la problématique en question dans la commission parlementaire. Ceux-ci y répondent et ils doivent le faire en toute franchise, en toute honnêteté. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc on parvient, si vous voulez, à mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas fonctionné correctement à gauche et à droite de ci, de là. Comment ça se fait? Parce qu'on approfondit la question, on leur pose des questions pour aller plus loin dans le développement. Et théoriquement, donc, on obtient les réponses des intéressés sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais le problème, c'est que ça n'a pas réellement de conséquences, sauf au niveau de l'image, de la publicité. Il n'y a pas vraiment de sanctions qui peuvent être prises, et s'il n'y a pas de pouvoir répressif, on peut supposer que ça n'aura guère de conséquences. Donc, il faut effectivement quelque chose d'indépendant et qui puisse agir sur le gouvernement pour changer les choses. Alors, je ne vais pas vous lire la totalité de l'article pour éviter évidemment les problèmes de droit d'auteur. Je vais quand même poursuivre un tout petit peu. Les erreurs du passé ne peuvent plus être reproduites. Ces groupes de travail devront évaluer objectivement les bénéfices et les conséquences néfastes du système de confinement imposé par le gouvernement afin de les mettre en balance. Donc ça, je pense que c'est absolument clair. Mais là, on parle un petit peu du passé, c'est plutôt ce qui s'est passé du côté du mois de mars et avril de cette année-ci, à mettre en balance par rapport à ce qui se passe actuellement, et ça devient intéressant. L'efficacité des mesures prises pour limiter la propagation du virus doit être évaluée. Il semble bien que les pays n'ayant pas pris des mesures aussi restrictives que les nôtres n'aient pas été confrontés à une mortalité différente, bien au contraire. Les faits n'ont jamais corroboré aucune des estimations catastrophistes. Est-ce que vous vous rendez compte donc des termes de cet article, hein, du nombre de décès de certains biostatisticiens et modélisateurs, comme ils n'ont pas pu confirmer les effets espérés du confinement. Confiner les personnes saines n'a
aucun fondement scientifique et confiner les personnes malades avec les personnes saines aura pu favoriser les contaminations entre personnes vivant sous le même toit. Mais pour n'importe qui, ça paraît une évidence, mais apparemment, ça n'a pas été une évidence pour nos chers experts qui inspiraient les décisions de notre gouvernement. Donc je suis tout particulièrement content que l'on mette ce point en évidence. Et effectivement, mais encore une fois, les lanceurs d'alerte n'ont cessé de le dire, de le répéter, de le susurrer, de réitérer leurs propos en disant que d'autres pays que le nôtre avaient procédé donc autrement, visant par exemple l'immunité croisée. C'était le cas notamment de la Suède, qui n'a pas confiné et qui a obtenu de meilleurs résultats par rapport à la Belgique en matière notamment de mortalité. Alors si mes souvenirs sont bons, j'espère ne pas commettre d'erreur en disant que le taux de décès de la Suède, par exemple, atteint les 5 900 individus. C'est beaucoup, évidemment. C'est toujours de trop quand on parle de morts. Mais si on les compare à nos 10 000 morts en Belgique, on remarque une différence quand même importante. Et là-dessus, il faudra également revenir parce que le nombre de 10 000 doit aussi être évalué. Il doit être évalué à la baisse. De ce côté-là, il faut signaler par exemple que des 9 999 morts prétendument dus au Covid, il fallait déjà en retirer 121. De ce côté-là, ça paraît établi maintenant parce qu'il y a eu des doublons donc dans les estimations. C'est-à-dire que certaines personnes ont été comptées 2 fois. Ben alors évidemment, à ce compte-là, si on compte les 10 000 morts en Belgique, en réalité, il n'y en aurait que 5 000. Mais c'est pas comme ça qu'il faut compter. On va se baser sur le chiffre officiel de 121. 121, c'est toujours ça. Maintenant, vous me direz, ces personnes sont mortes quand même. Oui, mais la différence, simplement, elles ont été comptées 2 fois. Donc, c'était évidemment un gonflement abusif du nombre total de morts. Alors là, bon, ben, on fait état de 121 décès surnuméraires, je vais dire, et on les décompte dans les chiffres qui sont présentés quotidiennement à la population. Donc maintenant, on arrive à 9 800 et quelques morts. C'est évidemment encore énorme. Seulement, ce qu'on oublie de dire complètement dans ce média mainstream, c'est qu'il y a peu de temps, eh c'était Bernard Ranty qui faisait état d'une surestimation probable d'environ 3600 personnes. Et là-dedans, ces 3600 personnes n'ont jamais été décomptées dans les chiffres officiels. Donc, on devrait se retrouver aux alentours de 6500 personnes, on va dire, grosso modo. Sauf que, effectivement, comme le signalait notre porte-parole fédéral, M. Yves Van Latem, on ne peut pas, c'est difficile de calculer exactement le nombre de personnes en question. Toujours est-il que, dans la réalité pragmatique de terrain, on n'a rien diminué, même en faisant une estimation globale, en disant, voilà, bon, c'est peut-être pas 3600, 1000 ce serait trop peu, on va dire 2500, on va consolider les chiffres plus tard. Non, on reste avec un chiffre qui donc finalement est catastrophiste, puisqu'il faudrait en retirer une certaine quantité quand même relativement importante, et que cette quantité contribue donc au climat de peur. C'est ce qu'on a appelé le virus de la peur. Mais ça a des influences très importantes au niveau psychologique, au niveau mental, dans toute la population qui s'en trouve quand même profondément traumatisée à des niveaux différents, mais on peut estimer que, par exemple, nos enfants ont subi des préjudices relativement importants au niveau psychologique à cause de ce fameux virus de la peur. Alors, sur le plan médical, disent-ils, le confinement a entraîné une surmortalité dans les autres pathologies. Là, c'est facile à développer. Beaucoup de personnes n'ont pas osé se présenter à l'hôpital alors qu'elles étaient atteintes d'autres pathologies parfois graves, au niveau cardiaque, vasculaire, respiratoire aussi, bien entendu. Et elles ne se sont donc pas soignées à cause de ce climat de Covid. Et donc, on a une surmortalité, je dirais, adjacente sur le côté en parallèle. Voilà.
Sur le plan de la santé publique, le Covid-19 doit être remis en perspective avec l'ensemble des autres pathologies et les mesures prises ne peuvent plus être disproportionnées au regard d'autres fléaux au moins tout aussi mortels. Et bon, on a cité souvent l'exemple de la grippe et il y en a tant d'autres. Donc, en fait, tout ceci pour dire tout simplement que chaque année, eh bien, beaucoup de personnes meurent d'autres pathologies et que ce n'est pas une raison pour laquelle on commence à confiner le pays, à rendre le port du masque obligatoire, etc. et à prendre autant de mesures liberticides. Pourquoi cette fois-ci le fait-on avec le ou la Covid-19? Question. Et des questions, moi je m'en pose pas mal. Par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi en Belgique, par exemple pour le port du masque, si vous êtes en conflit donc avec cette obligation, vous risquez de recevoir une amende de 250 euros. Comment est-ce qu'on a établi ce chiffre, ce montant de 250 euros, alors que pour le même délit, en France, eh bien, ils doivent payer 135 euros sur base de sur quelle base se prononce-t-on pour établir ce montant? Est-ce que c'est sur la densité de population? Est-ce que c'est sur l'étendue géographique du pays? Est-ce que c'est à la tête du client? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Si oui, lesquels on manque d'informations à ce niveau-là? En parlant de l'information, je rappelle, à toute phase utile, que les chiffres, les nombres qui nous sont proposés euh, par Cienzano, par exemple, ou par notre gouvernement, par les médias mainstream, sont toujours des chiffres que nous, en tant que, donc je dirais, personne lambda, ne pouvons en aucune manière vérifier. Nous n'avons pas cette possibilité. Ce serait long, fastidieux, ce n'est pas envisageable de commencer à téléphoner à tous les hôpitaux du pays en leur demandant s'ils ont des patients Covid et si oui, combien, et d'avoir tous ces chiffres, d'en faire le total, de recommencer ça chaque semaine, ce ne serait évidemment pas possible, mais ça a pour conséquence que nous sommes bel et bien obligés de gober, de croire de A jusqu'à Z tous les chiffres que l'on nous donne. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils soient pour autant fallacieux, mais nous sommes obligés de les croire. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, en faisant quelques petites recherches qui n'ont pas la prétention d'être objectives, d'être exhaustives plutôt, c'est que en me renseignant auprès de certains hôpitaux et en procédant par logique, je me rends compte que pas mal d'hôpitaux en Belgique ne présentent pas ou seulement vraiment très peu de patients Covid. On se demande donc où sont partis tous ces cas qui apparemment font partie de cette dramatisation catastrophiste de la situation. De ce côté-là, je vais vous présenter une petite carte qui émane justement de Cienzano et qui, moi, me pose question. Je vous la présente. Alors voilà, vous voyez sur cette carte de Belgique les différentes zones que je vous ai déjà présentées précédemment. Vous voyez donc des zones vertes. D'après la légende, donc, ce sont les zones dans lesquelles aucun cas n'est rapporté. Vous voyez une grande partie de la Belgique qui se trouve en beige ou en orangé, on va dire, où donc là, il y a des cas, mais donc, d'après la légende, ça oscille entre 0 et 200 cas par région. Donc, ce sont vraiment des régions dans lesquelles il y a beaucoup moins de cas. Et puis, sur le côté droit de l'image, de la première image de gauche, le côté droit de l'image de gauche, vous remarquez ce qu'on va appeler une espèce de cluster ou de région de contamination plus importante qui est pour une fois, et c'est assez remarquable justement dans le cas de Cienzano qui a l'habitude de tout présenter en vert, eh bien, se trouve en rouge foncé. Et donc là, de ce côté-là, on oscillerait vers les 600 cas dans cette région. Bon, ok, c'est toujours à prendre en considération, bien entendu. Mais par rapport à la géographie, bon, moi j'ai beau être, je l'avoue, pas vraiment calé en géographie, mais quand même, je vois que là, cette région rouge là ne correspond nullement ni à Anvers, ni à Bruxelles, qui pour l'instant, jusqu'il y a peu en tout cas, ont été considérés comme les points principaux de contamination, et les points vraiment
les plus problématiques, quoi. Et si vous regardez dans la région d'Anvers, vous trouvez une région qui est un petit peu plus orangée. Vous regardez du côté de Bruxelles, c'est à peu près pareil. Mais en tout cas, ça semble beaucoup moins grave que dans cette région qui est marquée en rouge et dont pourtant on ne parle pas dans les médias mainstream. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y aurait un lézard quelque part? C'est toujours une question, vous remarquez. J'en reviens à un autre article, mais je ne lis pas tout, évidemment, parce que ce serait trop long, et puis bon, il y a toujours le problème des droits d'auteur. Je prends ici, par exemple, le plan juridique, parce que ça m'intéresse particulièrement, mais ça va vous intéresser également. On constate que bon nombre de mesures adoptées par l'exécutif reposent sur des bases légales inadéquates et non valables. Ça mérite d'être cité quand même, hein. Celles-ci ne permettent pas de servir de fondement pour imposer, par exemple, le port obligatoire du masque, vous avez bien entendu, hein, le traçage, la distanciation sociale ou interdire les rassemblements. Plus encore, le pouvoir exécutif est incompétent pour accompagner ces mesures des sanctions pénales prévues par la loi de 2007. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je relis la phrase parce que c'est important. Plus encore, le pouvoir exécutif est incompétent pour accompagner ces mesures des sanctions pénales prévues par la loi de 2007. Bien oui, je ne vais pas entrer dans un grand développement au point de vue juridique à ce niveau-là, mais il y a une collision entre différents articles de loi qui pourtant ont été modifiés et qui sont parus au moniteur, mais il y a quand même une contradiction. Et ensuite, il y a le fait de pouvoir mettre en pratique ce qui a été décidé, qui a été modifié, entre parenthèses, entre-temps, de telle manière que ce qui déjà est contradictoire au départ ne peut normalement pas être sanctionné par la suite parce que le pouvoir n'a pas cette possibilité, il n'est pas habilité à le faire. Donc théoriquement, effectivement, si on veut schématiser, grosso modo, le port obligatoire du masque ne repose pas sur une certaine légalité. On va dire ça comme ça. Les mesures futures doivent être prises dans le respect de la Constitution belge. On ne compte plus les régimes discriminatoires et les différences de traitement entre les différentes professions. Les règles changent sans cesse et ne sont même plus identifiables, et ce au mépris de la sécurité juridique. La négligence des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, on y revient encore, est une porte ouverte à poursuivre ou réitérer cette négligence dans le futur pour d'autres prétextes bons ou mauvais. Nous devons sérieusement nous interroger sur le principe de pouvoir porter atteinte à ces valeurs fondamentales, quelle que soit la situation. UNIA et l'INDH ont eux-mêmes appelé à la prudence dans le maniement des mesures attentatoires aux droits fondamentaux. La justice a été mise à l'arrêt avec des conséquences néfastes pour de nombreuses victimes. La justice et la police, ça mérite aussi d'être entendu ça, la justice et la police ont été détournés de leur mission habituelle pour faire respecter les directives gouvernementales. C'est vrai que quand on se fait apostropher par un agent de police qui nous reproche de ne pas porter le masque, par exemple, on aurait envie de lui dire « Mais est-ce que vous n'avez pas autre chose de plus important à faire ?» Il est vrai que nous sommes dans une situation vraiment très paradoxale, puisque jadis, les policiers devaient courir après les gens qui portaient des masques. Maintenant, ils doivent courir après ceux qui en sont dépourvus. Bizarre, vous avez dit bizarre. L'un des points principaux qui semble donc être le but ultime visé par ce que moi j'appelle l'opération coronavirus serait donc le vaccin. Et là, on peut se poser des questions. Même si on n'est pas complotiste, même si on n'est pas théoricien du complot, même si on se met sur un plan complètement objectif, on ne peut pas faire autrement que de remarquer que dès l'éclosion de ce qui est devenu une pandémie, donc au niveau mondial,
On a retiré du circuit, on a retiré, je vais dire, donc de l'utilisation médicale généralisée, un certain principe actif qui pourtant était prometteur et qui apparemment, dans certaines conditions et dans certains endroits, quand même non négligeables, euh, aurait pu quand même changer la donne. Ça a été retiré du circuit dès le départ. Ça paraissait déjà très bizarre. Et vous remarquez que je n'ai pas cité le nom. Ensuite, lorsque l'on a parlé aujourd'hui même dans les médias mainstream de l'intervention de ce fameux collectif et de cette carte blanche, donc, eh bien, notre porte-parole fédéral, M. Yves Van Latem, a donc commencé par, dans ses commentaires, évoquer cette quantité de personnes donc, qui auraient dû être décomptées donc, de la quantité totale de décès dus au Covid, en précisant que, évidemment, comme je l'ai dit, il n'est pas évident, il n'est pas facile de faire un calcul qui soit très précis, donc ces données devraient être consolidées par la suite. Mais, faisant écho à ce qui avait été dit par une chef apparaissante à l'écran, il laissait sous-entendre qu'il fallait donc effectivement dédramatiser la question et apprendre à vivre avec ce virus en attendant le vaccin. Donc en fait, ce que lui préconise, c'est une période de transition qui de toute façon va aboutir à l'élaboration, à la présentation et à l'utilisation de ce vaccin présenté comme une panacée, et je vais faire un pléonasme, une panacée universelle. Ce vaccin, il semble bien qu'on ne pourra vraiment pas y échapper, c'est pas possible. Ils l'ont prévu de longue date. Et il n'y a rien à faire, il faudra absolument se le farcir, quoi. On va nous le présenter, on va le trouver, on va le commercialiser et on va nous le proposer de manière obligatoire. Bon, grand danger, comme nous l'avons déjà dit, nous, les lanceurs d'alerte, parce que nous n'avons non plus aucun moyen de vérifier ce qui composera effectivement ce vaccin. Est-ce qu'il sera vraiment, réellement sanitairement efficace, utile, mais on peut déjà se poser la question, parce que à partir du moment où on aura fait tous ces efforts, à partir du moment où la courbe n'aura cessé de s'aplatir, à partir du moment où il n'y aura plus aucun décès, qu'il n'y aura plus personne dans les hôpitaux, qu'il n'y aura plus personne dans les soins intensifs, que le vaccin aura perdu de sa charge virale, qu'il n'y aura plus aucun contaminé, euh, on va nous vacciner contre quoi? Mais la réponse semble venir d'elle-même. Le vaccin sera tout simplement inutile. Mais on ne va pas nous présenter les choses comme ça, puisqu'on va vivre dans une période de transition, où on va peut-être dédramatiser, mais où on va quand même laisser de manière stagnante ce rapport entre le danger et l'utilité du vaccin. Alors moi, je me suis posé une autre question. Elle est peut-être stupide, mais en fait, les questions ne sont jamais stupides, ce ne sont que les réponses qui peuvent l'être. Et cette question, je vais vous la poser. C'est une question de stratégie. Mettons-nous à la place de personnes qui seraient mal intentionnées. Vous remarquez que j'utilise toujours le conditionnel, donc je ne formule aucune accusation contre personne. Le vaccin comporterait donc en lui-même, on va dire, des substances additionnelles qui auraient des conséquences néfastes sur lesquelles je ne vais pas épiloguer, mais en tout cas, dont on pourrait tout à fait bien se passer dans la population. On n'arrête pas de nous dire, voilà, ce vaccin va devenir obligatoire, mais ça fait également l'objet de beaucoup d'objections de la part de la population, comme on voit maintenant que ça se développe de plus en plus, et notamment par l'article du collectif que je viens de vous citer. Compte tenu de cet élément, et compte tenu du fait que nous allons rentrer dans l'hiver, et que bon nombre de personnes vont se faire vacciner contre la grippe saisonnière, comme elles le font pratiquement chaque année, on peut supposer aussi que bon nombre de personnes, en prenant en considération la pandémie de Covid que nous avons vécue et le fait que le coronavirus fait partie d'une famille de virus contre lequel nous avons donc déjà des souches dans les vaccins contre la grippe saisonnière, eh bien,
Stratégiquement parlant, ce serait peut-être une bonne idée, dans leur optique évidemment, de proposer ces substances additionnelles, non pas dans le vaccin obligatoire, qui nous sera proposé ultérieurement et qui posera probablement problème, auquel beaucoup de gens ne voudront peut-être pas se conformer, ne voudront pas recevoir ce vaccin, mais si au contraire on met les substances additionnelles néfastes dans le vaccin pour la grippe, ce serait assez bien joué, vous ne pensez pas? Bon, ce n'est qu'une supposition, je ne dis pas que ce sera le cas, ce n'est qu'une possibilité, une éventualité, une hypothèse, une idée comme ça, voilà, comme ça. Mais bon, ça mériterait peut-être d'être réfléchi. Et à tout le moins, de poser toutes les questions à votre médecin traitant, en fonction de votre situation personnelle, en fonction de son avis, qui lui est une personne compétente, contrairement à moi en ce qui concerne le domaine strictement médical, par mesure de précaution, parce que, sait-on jamais, parfois, vous savez, notre monde est composé de gens mal intentionnés. Vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes choses. À la prochaine. Salut. Ah, je reviens à vous, juste l'espace de 2 secondes pour vous parler d'un humoriste dont vous aurez sans doute entendu parler et qui se présente comme un anti-masque. Oui, je sais, il faut un peu suivre. Bon, et donc, il est contre les personnes qui sont contre les masques. Voilà. Et dans l'un de ses sketchs, je sais pas, je vais aller regarder quelques-uns comme ça pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, mais ça ne m'a pas déridé, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Enfin bon, chacun ses goûts, je discute pas. L'un de ses arguments, c'était: mais enfin, de quoi vous vous plaignez, vous, les anti-masques? Parce que bon, vous allez dans une grande surface, vous achetez un pain, t'en as pour 10 minutes, mais ça va quoi? Alors bon, mon gars, écoute, je sais pas, mais il va falloir revoir tes arguments, parce que quand même, moi, quand je fais les courses, je les fais pour toute la famille, je les fais pour une semaine. Avec un pain, ça va être un peu juste, quoi. Et puis sur ton pain, tu mets jamais de la minavide, de la margarine, du beurre, tu mets pas du choco, tu mets pas du beurre de cacahuète, tu mets pas de la charcuterie. Et puis, avec un pain, tu vois, pendant toute ta semaine, tu prends pas de la viande, tu prends pas des pommes de terre, tu prends pas, des pâtes, il y a aussi aucun produit hygiénique, par exemple le fameux papier cul, bon tout ça tu as oublié quoi et tu en as pour 10 minutes, pour prendre tout ça. Je sais pas, moi je remplis un caddie quoi, et 10 minutes, j'y arrive pas. Maintenant un deuxième de tes arguments, c'était de dire que, le personnel sanitaire, les médecins, les infirmiers, tout ça, ils ont l'habitude de porter un masque pendant toute la journée et ils s'en portent pas plus mal. Oui, mais tu oublies seulement juste une chose, c'est que moi toutes les personnes que je vois dans la rue, eh bien, ce sont les personnes lambda, ce ne sont pas les infirmiers, ce ne sont pas des médecins, ce sont des messieurs, des mesdames, comme tout le monde. Et ce masque, il en fait pas mal. Ok? Voilà, salut.